Ma mère a vidé mon compte en banque après que j'ai refusé de couvrir la dette de 30 000 € de ma sœur, je n'ai rien dit. Le lendemain matin, on a frappé un grand coup à la porte. Police, ouvrez. Les coups sur la porte de mon appartement ont commencé à 6h30 du matin. Je suis sorti du lit en titubant, désorienté, le cœur déjà battant la chamade. À travers le Judas, j'ai vu 2 agents de police. Quand j'ai ouvert la porte, ils m'ont demandé si j'étais Virginie. Ils avaient un mandat, usurpation d'identité, fraude bancaire. Quelqu'un avait accédé illégalement à mes comptes et transféré 47 000 €. Alors que je me tenais là, en pyjama, un agent m'a demandé si je connaissais Patricia. Mon sang s'est glacé. Patricia est ma mère. Puis il m'a interrogé sur Claudine, ma sœur. J'ai réalisé que ma propre famille m'avait détruite financièrement et que je faisais maintenant l'objet d'une enquête criminelle. J'ai invité les agents à entrer, mes mains tremblaient en tenant la porte ouverte. Le plus grand, l'inspecteur Moreau, avait des yeux bienveillants mais une expression sérieuse. Son partenaire, l'agent Dubois, tenait une tablette. Ils se sont assis sur mon canapé pendant que j'attrapais une robe de chambre, essayant de me couvrir, essayant de réfléchir. L'inspecteur Moreau a parlé le premier. Mademoiselle Virginie, nous avons reçu une alerte à la fraude de votre banque vers 3 heures ce matin. Plusieurs transactions suspectes, des virements importants. Nous devons vous poser quelques questions. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Ma gorge était nouée. L'agent Dubois a tourné la tablette vers moi. Reconnaissez-vous ces transactions? J'ai fixé l'écran. Mon compte épargne affichait un solde de 0. 32 000 € envolés. 6 ans d'économie prudente. Des heures supplémentaires au cabinet dentaire, des vacances annulées, des repas cuisinés à la maison au lieu de manger au restaurant. Tout avait disparu. Mon compte courant indiquait 2 centimes d'euros. 15 000 € volatilisés. Même mon fonds d'urgence, le compte que je m'étais promis de ne jamais toucher sauf en cas de catastrophe, ne montrait rien. Où est-ce que c'est allé? Ma voix n'était qu'un murmure. L'inspecteur Moreau s'est penché en avant. C'est ce que nous essayons de déterminer. Pouvez-vous nous parler de votre relation avec Patricia Lemoine et Claudine Lemoine? Ce sont ma mère et ma sœur. Les mots semblaient étranges en sortant, comme l'aveu d'un secret honteux. Avez-vous donné à l'une ou l'autre l'autorisation d'accéder à vos comptes bancaires? Non, jamais. Mon esprit est revenu en arrière. Il y a 3 jours, Claudine m'avait appelé. Elle pleurait, suppliait. Elle disait qu'elle devait 30 000 € à des usuriers, des gens dangereux. Ils la menaçaient. Elle avait besoin d'aide immédiatement ou quelque chose de terrible arriverait. Je lui ai dit non. C'était la 4e fois en 3 ans qu'elle venait me voir avec des dettes. La première fois, elle devait 12 000 € à des sociétés de cartes de crédit. J'ai payé. La 2e fois, 8 000 € à une société de crédit à la consommation. J'ai payé ça aussi. La 3e fois, 15 000 € à quelqu'un qu'elle appelait un ami qui lui avait prêté de l'argent. J'ai remboursé, mais je lui ai dit que c'était la dernière fois. Cette fois, je le pensais. 30 000 €, c'était trop. Et Claudine ne changeait jamais. Elle dépensait l'argent de manière imprudente, prenait de mauvaises décisions, s'attendait à ce que tout le monde règle ses problèmes. J'aimais ma sœur, mais je ne pouvais pas continuer à la conforter dans son comportement. Il y a 2 jours, ma mère a appelé. Sa voix était froide. Virginie, ta sœur a besoin de toi. La famille est de la famille. Tu as l'argent. Elle non. C'est ce que nous faisons. Je l'ai aidée 3 fois auparavant. Maman, elle doit faire face aux conséquences. Elle doit apprendre. Ma mère m'a raccroché au nez. Nous n'avions pas parlé depuis. Mademoiselle Virginie. La voix de l'inspecteur Moreau m'a ramené au présent. Votre mère ou votre sœur avait-elle accès à votre courrier? Ma mère a une clé de mon appartement pour les urgences. J'habite à 40 minutes de chez elle et je pensais que si quelque chose arrivait, elle pourrait entrer. La prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing. Elle aurait pu fouiller mon courrier. L'agent Dubois a fait défiler quelque chose sur la tablette. Vos relevés bancaires arrivent par la poste. Oui. J'aime avoir des archives papier. C'est probablement comme ça qu'elle a obtenu vos numéros de compte et d'autres informations. Il a de nouveau tourné la tablette vers moi. Nous avons autre chose à vous montrer.
L'écran affichait des images de caméras de sécurité. En noir et blanc, granuleuses, mais assez claires. Une femme debout à un distributeur automatique de billets, insérant une carte, retirant de l'argent. L'horodatage indiquait minuit 17. La femme portait une casquette de baseball baissée, mais je l'ai reconnue immédiatement. La pente de ses épaules, sa façon de se tenir. Ma mère. C'est Patricia, ai-je murmuré. Les images ont changé. Un autre distributeur. 1h43 du matin. Ma mère à nouveau, cette fois plus visible. Elle a regardé directement la caméra une seconde, et j'ai vu son visage clairement. Derrière elle, partiellement visible dans une voiture garée, se trouvait une autre silhouette, Claudine. D'autres images. 3 distributeurs différents. 3 moments différents entre minuit et 4 heures du matin. Ma mère a retiré la limite quotidienne maximale à chaque endroit. Dans chaque vidéo, Claudine attendait dans la voiture. Ce n'était pas une mère désespérée agissant seule pour sauver sa fille. C'était planifié, coordonné. Elles travaillaient toutes les deux ensemble pour me voler. L'algorithme de détection de fraude de la banque a signalé l'activité inhabituelle, a expliqué l'inspecteur Moreau. Plusieurs retraits importants au milieu de la nuit dans des endroits que vous ne fréquentez pas habituellement. L'algorithme a gelé les comptes et nous a contactés, mais à ce moment-là, la plupart des dégâts étaient faits. Combien reste-t-il, ai-je demandé, bien que je le sache déjà. Rien. Les comptes sont vides. Les virements ont été effectués avant le gel. J'ai eu la nausée. Où est allé l'argent? Plusieurs comptes. Nous les traçons actuellement. Une partie est allée à une société de traitement de paiement de casino. Une autre a des comptes personnels appartenant à votre sœur. Une autre en retrait d'espèces. Nous constituons le dossier. L'agent Dubois a fermé la tablette. Il s'agit de vol qualifié et de fraude à l'identité. Nous engageons des poursuites contre Patricia et Claudine Lemoine, mais nous avons besoin de votre coopération. Allez-vous porter plainte contre votre mère et votre sœur? La question est restée en suspens. Porteur plainte contre ma propre mère, contre ma sœur. Les envoyer en prison. Déchirer ce qui restait de notre famille. Mais quel choix avais-je? Elle m'avait tout volé. Ma sécurité. Mon avenir. 6 ans de travail acharné effacés en une nuit. Oui, ai-je dit. Je porterai plainte. Les agents se sont levés. L'inspecteur Moreau m'a tendu une carte. Nous vous tiendrons au courant. Documentez tout. Gardez une trace de toute communication avec elle. Et mademoiselle Virginie, je suis désolé que cela soit arrivé. Les affaires de famille sont toujours les plus difficiles. Après leur départ, je suis resté seul dans mon appartement. Le soleil du matin filtrait par les fenêtres. J'ai appelé ma banque. Un conseiller clientèle a confirmé ce que la police m'avait dit. Tout était parti. Le service des fraudes enquêtait, mais le recouvrement prendrait du temps. Des mois, peut-être. Mon loyer était dû dans 5 jours. 2300 €. J'ai ouvert mon portefeuille. 68 € en espèces. C'était tout ce qu'il me restait au monde. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère. Le trajet de 40 minutes m'a paru plus long. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. J'ai répété ce que j'allais dire, comment j'allais la confronter, comment j'allais lui faire comprendre ce qu'elle avait fait. Sa maison était la même que toujours. Une modeste maison de plain-pied avec un bardage crème et des volets marrons. Le jardin était soigneusement entretenu. Des fleurs s'épanouissaient dans les parterres le long de l'allée. C'était la maison où j'avais grandi. La maison où j'avais appris à faire du vélo, où j'avais eu des fêtes d'anniversaire, où je pensais être en sécurité. Je me suis garé et j'ai marché jusqu'à la porte. Avant que je puisse frapper, j'ai entendu des rires à l'intérieur. Des voix de femmes, décontractées, légères. J'ai ouvert la porte. J'avais encore ma clé. Elles étaient dans la cuisine. Ma mère et Claudine, assises à la petite table ronde près de la fenêtre, buvant du café. Claudine faisait défiler son téléphone. Ma mère lisait le journal comme si c'était un matin normal. Comme si elle ne venait pas de détruire ma vie. Virginie. Ma mère a levé les yeux, surprise mais pas coupable. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais ici? Ma voix est sortie plus fort que je ne le voulais.
La police est venue à mon appartement ce matin, maman. Ils m'ont montré des images de vidéosurveillance de toi utilisant ma carte de débit à 3 distributeurs différents au milieu de la nuit. Claudine a posé son téléphone, mais n'a pas croisé mon regard. Ma mère a siroté son café calmement. J'ai fait ce que je devais faire pour sauver la vie de Claudine. Ces usuriers allaient lui faire du mal. Tu avais l'argent qui dormait sur ton compte à ne rien faire. Tu ne l'utilisais pas. La famille est censée s'entraider, Virginie. Je l'ai regardée, stupéfaite par la justification, par l'absence totale de remords. Claudine a finalement parlé. Tu es si égoïste, Virginie. Tu gagnes bien ta vie comme hygiéniste dentaire. Tu peux reconstituer tes économies. J'allais mourir. Tu comprends ça? Mourir? Mais tu étais trop préoccupé par ton précieux compte épargne pour aider ta propre sœur. Je t'ai aidé 3 fois auparavant, ai-je dit, la voix tremblante. 12 000 euros, 8 000 euros, 15 000 euros. Je t'ai donné 35 000 euros au cours des 3 dernières années, et tu n'as jamais remboursé un centime. Tu n'as jamais changé. Tu as juste continué à faire les mêmes erreurs. Ce n'étaient pas des erreurs, a rétorqué Claudine. C'étaient des circonstances. Des choses arrivent. La vie arrive. Nous n'avons pas toute ta petite vie parfaite. Parfaite? J'ai ri amèrement. J'ai eu 2 emplois pendant mes études. J'ai vécu avec 3 colocataires dans un minuscule appartement. J'ai mangé des pâtes et de la soupe en conserve pendant des années pendant que je construisais ma carrière. J'ai économisé chaque euro que je pouvais. J'ai fait des sacrifices pour avoir une sécurité. Tu as eu les mêmes opportunités que moi. Tu as juste choisi différemment. J'ai eu un bébé à 21 ans, a dit Claudine. Tu te souviens? J'ai eu Emma. Je n'ai pas eu le luxe de me concentrer sur ma carrière. Tu as choisi de continuer à faire la fête. Tu as choisi de sortir avec des hommes qui te traitaient mal. Tu as choisi de dépenser de l'argent pour des choses dont tu n'avais pas besoin. C'était tes choix, Claudine. Ma mère a posé sa tasse de café brutalement. Ça suffit. Ce qui est fait est fait. Claudine a remboursé les usuriers. Elle est en sécurité. C'est ce qui compte. L'argent est parti. Virginie, tu dois l'accepter et passer à autre chose. Passer à autre chose? Je pouvais à peine respirer. Vous m'avez volé 47 000 euros. Comprenez-vous ce que cela signifie? Mon loyer est dû dans 5 jours. J'ai 68 euros. Je vais perdre mon appartement. Je vais me retrouver à la rue à cause de ce que vous avez fait. Tu te débrouilleras, a dit ma mère d'un ton dédaigneux. Tu es pleine de ressources. Prends un prêt. Parle à ton propriétaire. Emménage avec une amie. Ce n'est pas la fin du monde. C'en est une pour moi. Ma mère s'est levée, son expression se durcissant. J'ai déjà parlé à ton oncle Gérard. C'est un avocat, comme tu le sais. Il a examiné la situation. Et il m'a assuré que parce que je suis ta mère et que j'ai eu accès à ta maison et à tes informations financières au fil des ans, ce n'est pas vraiment un vol. C'est un différend familial, une affaire civile, pas criminelle. Oncle Gérard est avocat en droit immobilier, ai-je dit. Il ne connaît pas le droit pénal. Il en sait assez. Ma mère a croisé les bras. Et si tu insistes pour porter plainte, je dirai au tribunal que tu m'as donné l'autorisation verbale d'accéder à tes comptes. Claudine était là. Elle t'a entendu. Ce sera 2 témoins contre 1. Qui penses-tu qu'ils croiront? J'ai regardé Claudine. Elle a hoché la tête. Je témoignerai. Je t'ai entendu dire à maman qu'elle pouvait utiliser tes comptes si la vie de Claudine était en danger. Tu as dit que les urgences familiales étaient différentes. Je n'ai jamais dit ça. Si, tu l'as dit, a insisté Claudine. Tu t'en souviens mal parce que tu es contrarié. Ma mère s'est approchée. Et Virginie, si tu insistes, je m'assurerai que tout le monde sache ce que tu fais, chaque personne de notre famille, tout le monde à notre église, tous nos voisins, tous nos amis. Je leur dirai que tu as refusé de sauver la vie de ta sœur, et que maintenant tu essaies d'envoyer ta vieille mère en prison. Comment penses-tu que ça paraîtra? Comment penses-tu que les gens te traiteront? La menace était claire. Elle détruirait ma réputation, mes liens sociaux, tout. Tu ne ferais pas ça, ai-je dit, mais je savais qu'elle le ferait.
Et c'est moi. Les yeux de ma mère étaient froids. La famille, c'est tout, Virginie. Quand tu attaques ta famille, tu t'attaques toi-même. Souviens-toi de ça. Je suis parti sans un mot de plus. En m'éloignant, j'ai regardé la maison disparaître dans mon rétroviseur. La maison de mon enfance, l'endroit qui était censé représenter l'amour et la sécurité. Maintenant, elle ressemblait juste à une scène de crime. J'ai réalisé quelque chose en rentrant chez moi. Je n'avais pas d'argent pour un avocat. Même si je voulais me battre au tribunal, je ne pouvais pas me le permettre. Et ma mère avait raison sur une chose. Ce serait sa parole et celle de Claudine contre la mienne. 2 contre 1. Elle mentirait. Elle me ferait passer pour la méchante. Je suis rentré chez moi et je me suis assise sur mon canapé, fixant le vide. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère. Nous t'aimons, Virginie. Ça va passer. La famille pardonne toujours. J'ai éteint mon téléphone. Les jours suivants se sont enchaînés dans un flou. J'ai pris tous les services supplémentaires que je pouvais au cabinet dentaire. J'ai détartré des dents, pris des radiographies, assisté le docteur Laurent lors des interventions. Je souriais aux patients et prétendais que tout allait bien. À l'intérieur, je me noyais. J'ai appelé mon propriétaire, Monsieur Durand. C'était un enseignant à la retraite, un homme aimable d'une 60aine d'années. J'ai expliqué qu'il y avait eu une urgence bancaire, une situation de fraude, et que j'avais besoin d'une prolongation de 2 semaines pour mon loyer. Je suis désolé, Virginie, a-t-il dit, et il semblait sincèrement désolé. J'ai eu trop de locataires avec des urgences au fil des ans. Certaines étaient légitimes, d'autres non. Je ne peux plus faire d'exception. Le loyer est dû le 1er. S'il n'est pas payé le 5, je dois entamer la procédure d'expulsion. C'est la politique. Je comprends, ai-je dit, même si ce n'était pas le cas. J'avais été une locataire parfaite pendant 4 ans, jamais en retard, jamais causé de problème, mais les règles étaient les règles. Je suis allé voir le docteur Laurent et lui ai demandé si je pouvais avoir une avance sur mon salaire. Il m'a fait entrer dans son bureau. C'était une petite pièce avec un bureau, 2 chaises et des diplômes encadrés sur les murs. Il était dentiste depuis 30 ans. Virginie, vous êtes l'une de mes meilleures hygiénistes, a-t-il dit. Je déteste que vous traversiez cela. Je peux vous donner 1 000 € d'avance. Ce sera déduit de vos 2 prochains salaires, 500 € chacun. Est-ce que ça aidera? Oui. Merci beaucoup. Il m'a fait un chèque sur le champ. Je l'ai déposé immédiatement. 1 000 € ne couvriraient pas le loyer, mais cela couvrirait la nourriture et l'essence pour quelques semaines. 3 jours plus tard, l'inspecteur Moreau a appelé. Mademoiselle Virginie, je voulais vous tenir au courant. Le procureur de la République a examiné les preuves. Nous allons poursuivre Patricia et Claudine Lemoine. Les chefs d'accusation sont usurpation d'identité, vol qualifié et association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude. Ce sont des accusations graves. Votre mère risque de 5 à 7 ans de prison. Votre sœur, la même chose. Mon estomac s'est noué. 5 à 7 ans. Nous aurons besoin de votre entière coopération, a-t-il poursuivi. Déposition, témoignage, comparution au tribunal. Le procès aura probablement lieu dans 6 à 8 mois. Pouvons-nous compter sur vous? Oui, ai-je dit. Que pouvais-je dire d'autre? Bien. Nous vous contacterons pour planifier votre déposition. Et mademoiselle Virginie, préparez-vous. Ces affaires deviennent sordides. La famille vous mettra la pression. Ils essaieront de vous faire abandonner les charges. Restez forte. Ce soir-là, mon téléphone a explosé. Des messages textes. Des dizaines, provenant de numéros que je reconnaissais et de numéros que je ne reconnaissais pas, cousins, tantes, oncles, amis de la famille, gens de l'église. Comment peux-tu faire ça à ta propre mère? Patricia a 63 ans. Tu veux l'envoyer en prison. Quel genre de fille es-tu? Ta mère a tout sacrifié pour toi quand tu étais petite. C'est comme ça que tu la remercies? Tu devrais avoir honte. J'ai fait défiler les messages, chacun comme un couteau dans ma poitrine. Puis j'ai vu l'email. Ma mère avait envoyé un email de masse à toute notre famille élargie et à la congrégation de notre église, plus de 200 personnes. L'email était intitulé « Le cœur brisé d'une mère ». Dedans,
elle se présentait comme une mère désespérée qui avait emprunté de l'argent à sa fille pour sauver son autre fille de criminels violents. Elle admettait avoir pris l'argent sans permission, mais le présentait comme une décision d'urgence prise par amour. Elle disait que j'essayais maintenant de l'envoyer en prison, elle et Claudine, au lieu de faire preuve de pardon chrétien et de loyauté familiale. L'email se terminait par un verset de la Bible sur le pardon et un appel à la prière. J'ai eu la nausée. Elle avait instrumentalisé toute la famille, toute la communauté. D'autres textos sont arrivés. Ma tante Suzanne, dont j'avais été proche en grandissant, a envoyé un long message. Ta mère a changé tes couches quand tu étais bébé. Elle est restée éveillée avec toi quand tu étais malade. Elle a payé pour ton appareil dentaire. Elle t'a conduite à l'école tous les jours. Et tu l'as remerciée en essayant de la mettre derrière les barreaux. Tu es morte pour cette famille, Virginie. Morte pour moi. J'ai posé mon téléphone. Je ne pouvais plus lire. Le lendemain, au travail, le docteur Laurent m'a de nouveau appelé dans son bureau. Il avait l'air mal à l'aise. Virginie, je dois vous parler de quelque chose de sensible. D'accord. Je fréquente la même église que votre mère. L'église de la Sainte Grâce. Mon cœur s'est serré. Le pasteur Williams m'a appelé hier. Il a dit qu'il y avait une controverse vous impliquant, vous et votre famille. Il a exprimé son inquiétude quant à votre caractère, sur le fait que vous soyez quelqu'un qui devrait travailler avec des patients, en particulier des enfants. Docteur Laurent, ma mère m'a volé 47 000 euros. Ce n'est pas une controverse. C'est un crime. La police la poursuit. Je comprends et je vous crois. Vous avez été une excellente employée, mais certains de nos patients ont entendu parler de cette situation. 3 familles ont spécifiquement demandé à ne pas être programmées avec vous. Elles sont mal à l'aise. Alors, que voulez-vous dire? Je ne vous licencie pas, mais je dois réduire vos heures. Au lieu d'un temps plein, vous serez à temps partiel. 20 heures par semaine au lieu de 40. Je suis désolé, Virginie. Ce n'est pas personnel. C'est pour le cabinet. 20 heures par semaine, la moitié de mon revenu. Je ne pouvais pas survivre avec ça. Je comprends, ai-je dit doucement. J'ai quitté son bureau et je suis allé aux toilettes. Je me suis enfermé dans une cabine et j'ai pleuré pour la première fois depuis que tout cela avait commencé. Des larmes silencieuses qui se sont transformées en sanglots que j'ai dû étouffer avec ma main. Ma mère avait retourné tout le monde contre moi. Ma famille, mon église, mes patients, mon patron. Elle avait détruit ma réputation, mon revenu, mon système de soutien. Tout ça pour se protéger, elle et Claudine. Et le pire, c'est que ça marchait. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai fait le calcul. Salaire à temps partiel, pas d'économie, loyer dû, factures qui s'accumulent. Je ne pouvais pas m'en sortir. J'allais tout perdre. J'ai pensé à abandonner les charges, à laisser tomber, à dire à la police que je ne voulais plus poursuivre. Peut-être qu'alors ma mère arrêterait sa campagne. Peut-être qu'alors je pourrais reconstruire. Mais au fond de moi, je savais qu'elle ne le ferait pas. Elle verrait cela comme une victoire, comme la preuve qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait sans conséquence. Et Claudine ne changerait jamais. Elles continueraient toutes les deux à prendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Je devais me battre, même si cela me coûtait tout. 2 semaines se sont écoulées péniblement. J'ai survécu avec des nouilles instantanées et des sandwichs au beurre de cacahuètes. J'ai pris un travail de nuit comme serveuse dans un restaurant appelé le bistrot de la nuit, travaillant de 22 heures à 4 heures du matin. Entre le cabinet dentaire et le restaurant, je dormais peut-être 4 heures par nuit. Mon corps me faisait mal. Mon esprit était embrumé, mais j'ai continué. Monsieur Durand a déposé les papiers d'expulsion. L'avis est apparu sur ma porte, officiel et impersonnel. 30 jours pour quitter les lieux. J'avais 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre, sans argent et sans économie. Puis mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Virginie, c'est Marc. Marc, l'ex-mari de Claudine. Je ne lui avais pas parlé depuis 3 ans. Pas depuis que leur divorce était devenu amer et sordide. Claudine s'était battue pour la garde exclusive d'Emma et avait gagné. Il avait un droit de visite un week-end sur 2. Et elle rendait les choses aussi difficiles que possible. Marc, comment as-tu eu mon numéro?
Je l'ai encore d'avant. Écoute, je dois te parler. C'est important. On peut se voir quelque part? À propos de quoi? De Claudine. De ce qui s'est vraiment passé. S'il te plaît. Je n'appellerai pas si ce n'était pas urgent. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café appelé le Café du Coin. Territoire neutre. Je suis arrivé la première, j'ai commandé un café noir que je ne pouvais pas me permettre, et je me suis assise près de la fenêtre. Marc est arrivé 10 minutes plus tard. Il avait l'air différent, plus mince, fatigué. Il avait des cernes sous les yeux qui correspondaient aux miens. Merci de me rencontrer, a-t-il dit en s'asseyant en face de moi. Je sais que c'est bizarre. Ça l'est. J'ai suivi ce qui s'est passé. L'enquête de police, les accusations. J'ai entendu par des amis communs. Il s'est penché en avant, baissant la voix. Virginie, Claudine n'a jamais dû d'argent à des usuriers. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il n'y avait pas d'usurier. Elle a tout inventé. Comment le sais-tu? Parce que je connais Claudine et parce qu'Emma m'a dit quelque chose lors de notre dernière visite. Elle a dit que mamie et maman vont en voyage dans le bâtiment amusant avec les lumières vives. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a dit que c'est là que maman joue à des jeux et gagne ou perd de l'argent. Un casino? Oui. J'ai fait quelques recherches. Claudine a une addiction au jeu. Virginie, ta mère le sait. Elle le sait depuis plus d'1 an et elle l'encourage. Je me suis adossé à ma chaise, en train de digérer cela. C'était logique. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Depuis combien de temps ça dure? Au moins 2 ans, à ma connaissance. Peut-être plus. Pendant notre mariage, j'ai remarqué que de l'argent disparaissait de notre compte joint. De petites sommes au début, puis de plus grosses. Claudine avait toujours des excuses. Emma avait besoin de choses. Des factures imprévues, des urgences. Je l'ai cru jusqu'à ce que je trouve des relevés de cartes de crédit. Des milliers d'euros facturés à un endroit appelé le Casino l'Aigle d'Or. Quand je l'ai confrontée, elle a admis qu'elle avait joué. Elle a promis d'arrêter. Elle a dit que c'était sous contrôle, mais ce n'était pas le cas. Non, ça a empiré après mon départ. Sans que je surveille les finances, elle a sombré. Elle a accumulé 30 000 euros de dettes, mais pas auprès d'usuriers, auprès du casino. Ils ont ces choses appelées des marqueurs. C'est du crédit de casino. Tu empruntes de l'argent au casino pour jouer et tu es censé le rembourser. Claudine a emprunté de plus en plus, a continué à perdre, n'a pas pu rembourser. Le casino a menacé de poursuites judiciaires. Alors elle a inventé l'histoire des usuriers. Oui. Parce qu'elle savait que tu n'aiderais jamais à financer des dettes de jeu. Mais si elle disait que sa vie était en danger, peut-être que tu céderais. Quand tu ne l'as pas fait, elle et ta mère ont trouvé un plan B et volé l'argent. Et ma mère était complice depuis le début. Marc a sorti son téléphone. J'ai quelque chose à te montrer. Il a ouvert ses photos et m'a montré des relevés bancaires. D'anciens relevés de l'époque où lui et Claudine étaient encore mariés. Ceux-ci proviennent de notre procédure de divorce. Tu vois ces frais? Tous pour le casino, remontant à 2 ans. Et regarde ces dépôts. 5 000 euros, 3 000 euros, 8 000 euros. Ceux-là viennent de ta mère. Patricia donnait régulièrement de l'argent à Claudine, entretenant son addiction au jeu. J'ai regardé les preuves. Ma mère finançait l'addiction de Claudine depuis des années. Il y a plus, a dit Marc. J'ai fait des recherches après qu'Emma a mentionné les voyages. Ta mère a pris une deuxième hypothèque sur sa maison il y a 8 mois. 15 000 euros. J'ai vérifié les registres publics. C'est une information légale. N'importe qui peut y accéder. Elle a utilisé cet argent pour payer les dettes de jeu précédentes de Claudine, mais maintenant elle est en retard sur les paiements de l'hypothèque. La banque a envoyé un avertissement de saisie. C'est aussi un registre public. Comment sais-tu que l'argent est allé aux dettes de jeu de Claudine? Parce qu'il y a 8 mois, Claudine a soudainement eu de l'argent à nouveau. Elle a acheté une nouvelle voiture. Pas une super voiture, mais plus récente que celle qu'elle avait. Elle a acheté à Emma un tas de nouveaux vêtements et jouets. Elle est partie en week-end. Puis 2 mois plus tard, elle était de nouveau fauchée. Le cycle s'est répété. Ta mère l'a renflouée. Claudine l'a tout joué.
Elles avaient besoin de plus d'argent. Ma tête tournait. Qui détient l'hypothèque de ma mère? Ton oncle Gérard. Bien sûr, oncle Gérard. L'avocat de la famille. L'homme que ma mère disait témoignerait que ce n'était pas vraiment un vol. Gérard a donné à ta mère la deuxième hypothèque, a continué Marc. Il est personnellement investi dans sa protection car si elle va en prison, elle ne peut pas faire les paiements. Il perd de l'argent. Et si la vérité éclate sur la raison pour laquelle elle avait besoin de l'argent en premier lieu, ça le met dans une mauvaise situation. Il a aussi été complice. Donc, toute la famille est impliquée dans la couverture de l'addiction au jeu de Claudine. Oui. Et tu as été désignée comme la solution parce que tu es la seule avec des économies propres à piller. Tous les autres sont à sec. Je me suis senti mal. Il ne s'agissait pas seulement de 30 000 €. Il s'agissait d'un dysfonctionnement familial systémique où tout le monde encourageait Claudine. Tout le monde se couvrait mutuellement. Et quiconque disait non devenait l'ennemi. Pourquoi me dis-tu cela? Ai-je demandé. Parce que je suis inquiet pour Emma. Elle a 7 ans et elle grandit dans cet environnement toxique. Claudine l'emmène au casino. Emma l'a vu jouer. Elle pense que c'est normal. Et ta mère apprend à Emma que mentir et voler sont acceptables si on appelle ça la loyauté familiale. Que veux-tu que je fasse? Riposte. Expose-les. Ne les laisse pas s'en tirer. Si tu abandonnes les charges, elle gagne. Claudine ne reçoit jamais d'aide. Ta mère ne fait jamais face aux conséquences. Et Emma grandit en pensant que c'est ainsi que les familles fonctionnent. Mais si tu continues, peut-être que le tribunal ordonnera un traitement pour l'addiction de Claudine. Peut-être qu'Emma aura une chance d'avoir une vie plus saine. J'ai regardé Marc. Il avait l'air désespéré, fatigué, mais déterminé. Ils vont me détruire, ai-je dit doucement. Ils le font déjà. Ils te détruiront encore plus si tu cèdes. Ils te saigneront à blanc. Ils me l'ont fait, Virginie. J'ai donné à Claudine chance après chance. J'ai payé ses dettes. Je l'ai couverte. J'ai menti à ma propre famille sur les raisons de nos difficultés financières. Et elle m'a remercié en divorçant, en prenant ma fille, et en faisant de ma vie un enfer. Ne les laisse pas te faire la même chose. Nous sommes restés en silence un moment. Puis j'ai hoché la tête. D'accord, je me battrai. Marc a semblé soulagé. Merci. Pour le bien d'Emma, sinon pour le tien. Il est parti et je suis resté seul avec un café froid et de nouvelles informations. Ma mère et ma sœur n'étaient pas des victimes désespérées. C'étaient des manipulatrices calculatrices et elles menaient cette arnaque depuis des années. J'ai appelé l'inspecteur Moreau et lui ai tout raconté ce que Marc avait révélé. Il a écouté attentivement. Cela change les choses, a-t-il dit. Cela prouve la préméditation. Cela prouve un schéma. Nous pouvons utiliser cela. Bien, ai-je dit. Utilisez tout. L'inspecteur Moreau et la procureure Lambert ont pris les informations de Marc au sérieux. Ils ont enquêté sur la connexion avec le casino et ont tout confirmé. Claudine avait des marqueurs impayés totalisant 28 000 €. Le casino avait menacé de poursuites judiciaires 2 semaines avant qu'elle ne vienne me supplier de l'aide. La deuxième hypothèque de ma mère était réelle. L'oncle Gérard était bien le prêteur. Toute l'histoire tenait la route. La procureure Lambert m'a convoqué pour une réunion. C'était une femme vive d'une 40aine d'années, avec des cheveux gris courts et des yeux intenses. Virginie, c'est un dossier solide maintenant. Nous pouvons prouver une fraude systématique et une préméditation. Nous aggravons les charges contre Patricia et Claudine. Elles risquent des conséquences plus graves. Bien. Mais je veux vous préparer. Ça va empirer avant de s'améliorer. Les avocats de la défense attaqueront votre caractère. Votre famille augmentera la pression. Êtes-vous prête pour cela? Je n'ai pas le choix. Elle a souri sombrement. Non, vous ne l'avez pas. J'ai quitté son bureau en me sentant pleine d'énergie pour la première fois depuis des semaines. Enfin, la vérité éclatait. Enfin, il y avait de l'espoir. J'ai pris une décision. J'allais rendre l'affaire publique, non pas par vengeance, mais pour avertir d'autres personnes. L'abus financier familial était réel, et personne n'en parlait. J'ai contacté une journaliste nommée Chloé Martin au journal local, qui couvrait les histoires de fraude à la consommation. Elle a accepté de me rencontrer.
Nous nous sommes assises dans son bureau. Je lui ai tout raconté. Le vol, les mensonges, l'addiction au jeu, le complot familial. Elle a pris des notes, a posé des questions réfléchies et m'a traité avec respect. C'est une histoire importante, a-t-elle dit. Trop de gens subissent des abus financiers de la part de membres de leur famille et ne le signalent jamais à cause de la honte et de la pression. Vous êtes courageuse de parler. L'article a été publié 3 jours plus tard. En première page de la section locale. Le titre disait « Une femme de la région voit ses économies d'une vie siphonnée par sa famille ». Un avertissement sur l'abus financier des aînés à l'envers. L'article était juste et factuel. Il citait des experts financiers sur la fréquence des vols familiaux. Il incluait des statistiques sur les crimes financiers non signalés au sein des familles. Il racontait mon histoire avec sympathie, me dépeignant comme une victime d'exploitation, pas comme une fille vengeresse. Je me suis senti justifié. Les gens comprendraient maintenant. La vérité était révélée. Pendant 2 jours, la réponse a été positive. Des amis du lycée m'ont contacté pour me soutenir. Des collègues ont exprimé leur sympathie. Des inconnus m'ont envoyé des messages encourageants par l'intermédiaire du journal. Puis tout a explosé. Patricia et Claudine ont engagé un véritable avocat de la défense, un homme nommé Maître Richard Lebrun, connu pour ses tactiques agressives. Il a déposé une motion affirmant que j'avais influencé les jurés potentiels en menant une campagne médiatique pour biaiser l'affaire. Il a soutenu que mon interview rendait un procès équitable impossible. La procureure Lambert m'a appelé, frustré. Cela complique les choses. Nous allons contester la motion, mais cela donne des munitions à la défense. Il vous présente comme vengeresse et en quête de publicité. 2 jours après, je suis rentré de mon service du matin au cabinet dentaire, j'ai allumé les informations locales et elle était là, Claudine, interviewée sur France 3 Régions. Elle était assise sur un canapé dans un studio de télévision, s'épongeant les yeux avec un mouchoir. À côté d'elle se trouvait Emma, ma nièce de 7 ans. Emma avait l'air confuse et effrayée. L'intervieweuse, une femme sympathique, posait des questions douces. Claudine pleurait en parlant. Ma sœur essaie de nous mettre en prison, ma mère et moi, pour de l'argent. Son compte en banque lui importe plus que sa famille. Emma pourrait perdre sa mère et sa grand-mère parce que Virginie ne veut pas pardonner une erreur commise par amour. La caméra a zoomé sur Emma. Des larmes coulaient sur son petit visage. J'aime mamie, a dit Emma d'une petite voix. S'il vous plaît, ne l'emmenez pas, l'interview s'est terminée par un plaidoyer pour le pardon et la réconciliation familiale. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Claudine avait instrumentalisé sa propre fille à la télévision. La vidéo est devenue virale localement. En quelques heures, elle a été partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux. La section des commentaires s'est remplie de gens me traitant de sans-cœur, cruel, égoïste. Pauvre enfant. Comment peut-elle faire ça à une petite fille? L'argent ne vaut pas la peine de détruire une famille. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages haineux. Quelqu'un a trouvé ma page Facebook et a laissé des centaines de commentaires en colère. Des gens ont commencé à se présenter au cabinet dentaire en me demandant, voulant me confronter. Le docteur Laurent a dû appeler la sécurité. 3 jours après l'interview télévisée, j'ai terminé mon service au restaurant à 4 heures du matin. J'ai conduit jusqu'à la maison, épuisé, je me suis garé à ma place habituelle et j'ai monté les escaliers jusqu'à mon appartement. Ma porte était entr'ouverte. Je l'ai poussée lentement. L'appartement avait été saccagé. Les tiroirs arrachés. Des papiers éparpillés partout. Mon ordinateur portable avait disparu. Mes dossiers étaient déchirés. Et sur le mur de ma chambre, quelqu'un avait peint à la bombe en lettres noires, traîtresse à la famille. J'ai appelé la police. Ils sont venus, ont pris une déposition, ont relevé les empreintes. L'inspecteur Moreau est venu personnellement. Savez-vous qui a fait ça? A-t-il demandé en regardant le graffiti. Je soupçonne que c'est quelqu'un de ma famille ou quelqu'un qu'ils ont envoyé, mais je ne peux pas le prouver. Pas de signe d'effraction. Avez-vous laissé votre porte déverrouillée? Non, je la ferme toujours à clé. Alors celui qui a fait ça avait une clé. Ma mère avait toujours une clé. J'avais oublié de la lui réclamer. La police a pris des photos et a déposé un rapport, mais il n'y avait pas de témoin, pas de caméra dans le couloir, aucune preuve menant à quelqu'un de spécifique. J'ai dû payer pour des produits de nettoyage pour enlever la peinture de mon mur.
Il a fallu 3 couches d'après et de peinture pour le couvrir. C'était 80 € que je n'avais pas. J'ai dû payer pour une nouvelle serrure. Encore 90 €. J'ai acheté un ordinateur portable d'occasion bon marché dans un prêteur sur gage pour 200 € afin de pouvoir accéder à mes emails et à mes comptes bancaires. 370 € de partie. Le lendemain, Monsieur Durand a frappé à ma porte. Il avait l'air désolé. Virginie, je suis désolé, mais c'en est trop. L'activité policière, la controverse, maintenant un cambriolage. J'ai d'autres locataires à considérer. J'accélère l'expulsion. Vous avez 10 jours pour partir. 10 jours? Je n'ai pas encore trouvé un autre endroit. Je suis désolé, mais ça ne marche pas. Vous devez partir. Il s'est éloigné et j'ai fermé la porte. 10 jours. J'avais 10 jours pour trouver un endroit où vivre, sans argent, sans économie et sans caution. J'ai réalisé que j'étais en train de perdre lourdement. Ma famille m'avait déjoué à chaque tournant. Ils contrôlaient le récit. Ils avaient la sympathie du public. Ils avaient des ressources. Je n'avais rien d'autre que la vérité. Et la vérité ne suffisait pas. Je me suis assis sur mon sol, entouré du désordre de mon appartement saccagé, et j'ai envisagé d'abandonner, de simplement laisser tomber les charges, de disparaître, de recommencer ailleurs où personne ne me connaissait. Mais je ne pouvais pas. Si j'abandonnais, elle gagnait. Et elle ferait ça à quelqu'un d'autre. Peut-être à Marc, peut-être à Emma un jour, peut-être à un autre membre de la famille. Je ne pouvais pas les laisser gagner, même si cela me détruisait. J'ai emballé mes affaires dans des boîtes. Pas beaucoup. Après 6 ans dans cet appartement, j'ai réalisé que je ne possédais pas grand-chose. Vêtements, livres, ustensiles de cuisine, tout tenait dans ma voiture. J'ai cherché des motels à la semaine. Le moins cher s'appelait le motel Bon Repos, un endroit délabré à la périphérie de la ville. 300 € par semaine. Je pouvais me permettre 2 semaines, peut-être 3. Après ça, je ne savais pas. Je transportais une boîte vers ma voiture quand quelqu'un a frappé à ma porte. Je n'attendais personne. Je l'ai ouverte pour trouver ma cousine Jeanne debout là. Elle avait 24 ans, la fille de ma tante Suzanne, qui m'avait envoyé ce texto cruel me disant que j'étais morte pour la famille. Jeanne et moi avions été proches en grandissant. Nous n'avions que 8 ans d'écart et avions l'habitude de traîner ensemble lors des réunions de famille, mais je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis que tout avait commencé. Virginie, a-t-elle dit, je peux entrer? J'ai hésité, puis je me suis écarté. Elle est entrée dans mon appartement à moitié emballée et s'est mise à pleurer immédiatement. Je suis tellement désolé, a-t-elle sangloté. Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir contacté plus tôt. Je suis désolé pour ce qu'ils te font. Je suis désolé d'être restée silencieuse. Je ne savais pas quoi dire. J'ai tout suivi, a poursuivi Jeanne. Les accusations, les médias, la façon dont la famille te traite, et je ne pouvais plus me taire. Tu dois savoir la vérité. Tu dois tout savoir. Quelle vérité? Elle a essuyé ses yeux. Je suis au courant du jeu de Claudine. Je l'ai vu au casino L'Aigle d'Or il y a environ 6 mois. J'y étais pour l'enterrement de vie de jeune fille d'une amie de la fac de droit. Je ne joue pas, mais nous étions juste là pour dîner et boire un verre, et j'ai vu Claudine à une table de poker parier des centaines d'euros. J'étais choqué. Je l'ai vu perdre plus de 1000 € en 20 minutes. As-tu dit quelque chose? J'ai confronté grand-mère le lendemain. Je lui ai dit ce que j'avais vu. Elle s'est fâchée contre moi. Elle a dit que ce n'était pas mes affaires. Elle m'a dit de rester en dehors des affaires d'adultes et de ne plus jamais en parler. Grand-mère sait. Oui. Et il y a plus. Jeanne a sorti son téléphone. J'ai fait quelques recherches. Je suis diplômé en droit, tu te souviens? Je viens de passer l'examen du barreau le mois dernier. J'attends les résultats, mais je sais encore comment faire des recherches. Elle m'a montré l'écran de son téléphone, des relevés bancaires, des dossiers financiers. Qu'est-ce que je regarde? Le compte bancaire de grand-mère. J'y ai accès parce que je l'aide parfois avec ses factures. Elle a un début de démence. De petites choses. Elle oublie les rendez-vous. Perd la notion des dates. Alors maman m'a demandé de vérifier ses finances mensuellement. Et j'ai trouvé quelque chose qui n'allait pas, elle a fait défiler les transactions.
Tu vois ces chèques libellés au porteur? 500 €, 800 €, 1000 €. Tous signés par grand-mère. Sauf que ce n'est pas son écriture. Regarde bien. J'ai regardé. Les signatures étaient tremblantes, mais elles ne correspondaient pas aux autres signatures sur le compte. Je les ai comparées à l'écriture de Patricia. Ça correspond. Ta mère falsifie des chèques du compte de grand-mère depuis des mois, peut-être plus. Combien? Au moins 12 000 € que je peux documenter. Je me suis senti mal. Ma mère n'était pas seulement une voleuse. C'était une voleuse en série qui volait sa propre mère. Il y a plus, a dit Jeanne doucement. J'ai trouvé autre chose, quelque chose de plus gros. Elle a affiché différents documents sur son téléphone. Des papiers juridiques. Des documents de fiducie. Connais-tu la fiducie familiale? Quelle fiducie familiale? Exactement. Personne n'en parle. Mais notre arrière-grand-père a créé une fiducie en 1973. C'était un homme d'affaires prospère. À sa mort, il a laissé de l'argent pour tous ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. La fiducie était censée être distribuée lorsque chaque personne atteignait 25 ans. Tu as eu 32 ans l'année dernière. Tu aurais dû recevoir environ 38 000 €. Je n'ai jamais rien reçu. Aucun de nous. Je n'ai que 24 ans, donc je n'étais pas encore éligible. Mais j'ai commencé à chercher pourquoi personne n'avait reçu sa part. La fiducie est gérée par l'oncle Gérard. Encore l'oncle Gérard. J'ai accédé au registre public de la fiducie, a continué Jeanne. Gérard détourne des fonds de la fiducie depuis des années. Il utilise l'argent pour des investissements personnels, des transactions immobilières, des opérations boursières. Il ne reste presque plus rien. Peut-être 15 000 € sur un compte qui devrait en avoir plus de 200 000. Comment personne ne s'en est rendu compte? Parce que personne ne savait que la fiducie existait, sauf la génération plus âgée. Et ils ont supposé que Gérard la gérait correctement. C'est l'avocat de la famille. Tout le monde lui faisait confiance. C'est incroyable. Attends, il y a plus. La voix de Jeanne est tombée à un murmure. J'ai enregistré quelque chose lors d'un dîner de famille il y a 2 semaines. J'avais mon téléphone dans ma poche, en train d'enregistrer. Je n'étais pas sûr de ce que j'allais capter, mais je voulais une preuve de quelque chose. N'importe quoi. Et je l'ai eu. Elle a joué un fichier audio. J'ai entendu un bruit de fond. Des bruits de vaisselle. Des voix qui parlaient. Puis la voix de Patricia, claire et froide. Gérard, tu dois nous aider avec les frais de justice. Tu nous dois bien ça. La voix de l'oncle Gérard a répondu. Je t'ai déjà donné la 2e hypothèque. Que veux-tu de plus? Je veux que tu fasses disparaître cette affaire. Tu es avocat. Trouve une solution. Je ne suis pas un avocat pénaliste, Patricia. Mais tu sais des choses, n'est-ce pas? Tu connais la fiducie. Tu sais ce que tu as fait avec cet argent. Et je le sais aussi. Je le sais depuis 2 ans. Alors, voici le marché. Tu nous aides, moi et Claudine, ou je dis à tout le monde ce que tu as fait. Je t'exposerai. Tu perdras ta licence d'avocat. Tu iras en prison. Alors tu vas nous aider et tu te tairas sur ce que nous avons fait à Virginie. Silence. Puis la voix de Gérard, résigné. D'accord. Je paierai l'avocat. Bien. Je savais que tu entendrais raison. L'enregistrement s'est terminé. J'ai regardé Jeanne. Ta mère faisait chanter l'oncle Gérard. Oui. Et il finance la défense de Claudine à cause de ça. Tout est lié. Gérard a détourné des fonds de la fiducie. Patricia l'a découvert d'une manière ou d'une autre. Elle s'en sert comme levier pour obtenir de l'argent de lui. C'est comme ça qu'elle a obtenu la 2e hypothèque avec des conditions si favorables. C'est comme ça qu'elle paie leur avocat de la défense. Gérard est piégé. C'est de la folie. Je sais. Et j'ai toutes les preuves, les relevés bancaires, les documents de la fiducie, l'enregistrement audio, tout. Nous pouvons exposer Gérard et Patricia ensemble. Nous pouvons détruire complètement leur crédibilité. L'accusation va adorer ça. Mais Virginie, si nous faisons ça, nous déclenchons l'arme nucléaire. Nous ne combattons pas seulement Patricia et Claudine.
Nous faisons tomber l'oncle Gérard aussi. La famille va imploser. Tout le monde ira en prison. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Elle m'a regardé intensément. Alors, je dois te demander, es-tu prête à tout faire brûler? Parce que moi, je le suis. J'ai pensé à tout ce que j'avais perdu. Mes économies, ma maison, la sécurité de mon emploi, ma réputation, mes relations familiales. Il m'avait tout pris sans hésitation, sans pitié, et il continuerait à le faire à d'autres si quelqu'un ne les arrêtait pas. Oui, ai-je dit. Faisons tout brûler. Jeanne a souri. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était un sourire déterminé. Bien. Je te représenterai. Je ne peux pas officiellement pratiquer le droit avant d'avoir réussi le barreau, mais je peux travailler sous la supervision d'un avocat. Mon mentor de la fac de droit, maître Catherine Lefebvre, a déjà accepté d'aider. Elle est spécialisée dans les cas de fraude financière. Elle va adorer ça. Pourquoi fais-tu ça, ai-je demandé. Tu risques ta relation avec ta mère, avec toute la famille. Parce que c'est juste. Parce que je suis fatigué de les voir détruire les gens. Ils ont presque détruit Marc. Maintenant, ils te détruisent. Ensuite, ce sera quelqu'un d'autre. Et honnêtement, je suis en colère. Je suis en colère que Gérard ait volé l'argent de ma fiducie. Je suis en colère que personne ne tienne qui que ce soit pour responsable dans cette famille. Je suis en colère que Claudine soit une joueuse compulsive et que tout le monde l'encourage au lieu de lui obtenir de l'aide. Je suis en colère à propos de tout ça. Elle s'est levée. Repose-toi. Nous commençons à riposter demain. Après son départ, je me suis assise dans mon appartement entouré de boîtes. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti autre chose que du désespoir. J'ai ressenti de l'espoir. Le lendemain matin, Jeanne et moi avons apporté toutes les preuves à la procureure Lambert. Les relevés bancaires montrant les chèques falsifiés de ma mère. Les documents de la fiducie prouvant le détournement de fonds de Gérard. L'enregistrement audio de Patricia faisant chanter Gérard. Les preuves de Marc sur l'addiction au jeu de Claudine. La procureure Lambert a tout écouté. Ses yeux se sont agrandis. Elle a pris des notes. Quand nous avons terminé, elle s'est adossée à sa chaise. C'est plus gros que je ne le pensais. Ce n'est pas seulement un vol. C'est une conspiration criminelle impliquant plusieurs membres de la famille, plusieurs victimes et plusieurs crimes s'étalant sur des années. Pouvez-vous l'utiliser, ai-je demandé. Absolument. Le FBI voudra s'impliquer car le détournement de fonds de la fiducie traverse les frontières des États. Gérard a fait certains de ses investissements dans d'autres régions. Cela en fait une affaire fédérale. Et l'enregistrement du chantage est de l'or. Il prouve le mobile de Patricia et montre qu'elle savait que ce qu'elle faisait était mal. Elle ne peut pas prétendre que c'était juste une mère désespérée aidant sa fille. C'était calculé. 2 jours plus tard, des agents du FBI sont arrivés. Ils m'ont interrogé, ainsi que Jeanne et Marc. Ils ont saisi les dossiers financiers de Gérard. Ils ont interrogé grand-mère qui a confirmé qu'elle n'avait pas écrit ses chèques. Ils ont rapidement constitué leur dossier. Une semaine après, les arrestations ont eu lieu. L'oncle Gérard a été arrêté à son bureau pour détournement de fonds, fraude et fraude électronique. Des accusations fédérales. Patricia a été arrêtée chez elle pour usurpation d'identité, chantage, abus financiers sur personnes âgées et complot. Claudine a été arrêtée pour complot en vue de commettre une fraude et un vol. J'ai regardé la couverture des informations locales depuis ma chambre de motel au motel Bon Repos. Les voir menotter semblait surréaliste. Ma mère avait l'air en colère. Claudine avait l'air effrayée. Gérard avait l'air brisé. L'histoire a explosé. Les informations locales sont devenues régionales. Un journaliste d'un réseau national l'a reprise. Le détournement de fonds d'une fiducie familiale mène à un réseau criminel multigénérationnel était le titre. Soudain, je n'étais plus la méchante. J'étais la lanceuse d'alerte, la victime qui a exposé la corruption. La procureure Lambert m'a appelé 3 jours après les arrestations. L'avocat de Patricia a pris contact. Ils veulent conclure un accord. Quel genre d'accord? Patricia témoignera contre Gérard dans l'affaire fédérale de détournement de fonds. En échange, elle fait face à des accusations réduites, 3 ans de sursis avec mise à l'épreuve au lieu de 5 ans de prison. Mais il y a une condition. Elle doit vous rendre tout l'argent immédiatement.
Chaque euro. Où le trouverait-elle? Ils saisissent les actifs de Gérard. L'argent de la fiducie est en cours de recouvrement. Vous obtiendrez votre part de la fiducie de 38 000 euros. Et Patricia doit liquider tout ce qu'elle a pour vous rembourser les 47 000 euros qu'elle a volés. Ils vendront sa maison si nécessaire. Vous récupérez votre argent, Virginie. Tout. Je n'arrivais pas à y croire. Et Claudine? Accord similaire. Elle témoigne contre Gérard. Elle entre dans un programme de traitement de l'addiction aux jeux ordonné par le tribunal. 18 mois de thérapie intensive. Si elle le termine avec succès et reste clean, elle obtient un sursis avec mise à l'épreuve au lieu de la prison. Si elle rechute ou viole sa mise à l'épreuve, elle va en prison pour 3 ans. Et Gérard? Il va en prison fédérale. Le détournement de fonds seul est suffisant. 10 à 15 ans minimum. Sa licence d'avocat est révoquée. Ses actifs sont saisis. Il est détruit. Bien. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai intenté une action en justice au civil contre Patricia, Claudine et Gérard. Jeanne m'a aidé. Son mentor, maître Catherine Lefebvre, m'a représenté. Nous avons poursuivi pour détresse émotionnelle, perte de salaire, frais de déménagement, frais de justice et dommages et intérêts punitifs. Ils ont réglé à l'amiable. Ils ne voulaient pas d'un procès public avec plus d'attention médiatique. J'ai reçu 22 000 euros supplémentaires en dommages et intérêts. Pas une fortune, mais assez pour reconstruire. L'argent a commencé à revenir. La distribution de la fiducie, les fonds volés récupérés sur les comptes saisis, l'argent du règlement. En 3 mois, j'avais plus d'argent qu'au départ. J'ai trouvé un nouvel appartement, un plus beau dans un meilleur quartier. J'ai payé 6 mois de loyer d'avance. J'ai acheté de nouveaux meubles. J'ai ouvert de nouveaux comptes bancaires dans une autre banque avec une meilleure sécurité. Le docteur Laurent m'a appelé dans son bureau. Il avait l'air embarrassé. Virginie, je vous dois des excuses. J'aurais dû vous faire confiance. J'aurais dû vous soutenir. J'ai laissé les ragots influencer mon jugement. Je suis désolé. Merci. Je rétablis vos heures à temps plein, et je vous donne une augmentation. 5 euros de plus de l'heure. Vous avez été une excellente hygiéniste, et j'aurais dû reconnaître que votre caractère correspond à votre éthique de travail. La congrégation de l'Église a reçu toute l'histoire. Le pasteur Williams en a parlé depuis la chaire, s'excusant pour le jugement hâtif de la communauté. Certaines personnes se sont excusées personnellement auprès de moi. D'autres sont restées distantes. J'ai appris que les gens qui m'avaient coupé les ponts sans entendre ma version des faits ne valaient pas la peine d'être dans ma vie de toute façon. Ma famille élargie s'est fracturée. Certains parents ont tendu la main pour s'excuser. Mon cousin Thomas a appelé pour dire qu'il n'avait jamais cru aux rumeurs. Ma tante Rachel a envoyé une longue lettre exprimant ses regrets, mais d'autres ont campé sur leur position. Tante Suzanne a refusé de me parler ou de parler à Jeanne. Elle a choisi la loyauté envers Patricia plutôt que la vérité. J'ai réalisé que c'était bien comme ça. Je n'avais pas besoin de gens qui valorisaient la loyauté aveugle plutôt que la justice. Jeanne a réussi l'examen du barreau. Nous avons célébré ensemble. Elle a trouvé un emploi dans un cabinet spécialisé en droit des personnes âgées et en abus financiers. Nous sommes restés proches. Elle est devenue plus qu'une cousine. Elle est devenue une sœur, le genre de sœur que j'avais toujours souhaité avoir. J'ai maintenu une relation avec Emma. Claudine était tenue d'autoriser des visites supervisées avec la famille élargie dans le cadre de sa mise à l'épreuve. J'emmenais Emma manger une glace une fois par mois. Nous allions au parc. Je lui achetais des livres. J'essayais d'être une présence stable et honnête dans sa vie. Emma m'a demandé une fois lors d'une visite au zoo, « Tati Virginie, pourquoi as-tu fait aller maman et mamie au tribunal ?» Je me suis agenouillé à sa hauteur. Parce que parfois, les gens que nous aimons font des choses qui nous blessent. Et quand cela arrive, nous devons nous protéger. J'aime ta maman et ta mamie, mais ce qu'elles ont fait était mal. Et les choses mal ont des conséquences. Est-ce qu'elles ont dit pardon? Pas encore. Mais peut-être qu'un jour elles le feront. Est-ce que tu leur pardonneras? Si elles changent vraiment et s'excusent vraiment, oui. Mais le pardon ne signifie pas faire comme si rien ne s'était passé. Cela signifie accepter ce qui s'est passé et choisir de ne plus se laisser blesser par cela. Emma a hoché la tête comme si elle comprenait.
Peut-être qu'elle comprenait. Les enfants sont plus intelligents qu'on ne le pense. J'ai créé un groupe de soutien pour les victimes d'abus financiers familiaux. Nous nous réunissions 2 fois par mois dans un centre communautaire. Entendre les histoires d'autres personnes m'a aidé à réaliser que je n'étais pas seul. L'exploitation financière par des membres de la famille était plus courante que quiconque voulait l'admettre. Les gens se taisaient à cause de la honte, parce qu'ils pensaient que c'était de leur faute, parce qu'ils ne voulaient pas détruire les relations familiales. Mais se taire ne protégeait que les agresseurs. Je suis devenue une militante. J'ai pris la parole lors d'événements communautaires. J'ai été interviewée sur des podcasts sur la sécurité financière. Je me suis associé à des banques locales pour créer des supports pédagogiques sur la protection contre les abus financiers, même au sein de la famille. L'histoire a été reprise par un magazine national. Ils ont fait un article de fond intitulé « Quand la famille devient fraude. Le combat d'une femme pour la justice ». L'article citait des experts financiers, incluait des statistiques sur les vols familiaux non signalés et racontait mon histoire. Des gens de tout le pays m'ont contacté. Certains ont partagé leurs propres histoires. Certains m'ont remercié d'avoir parlé. Certains ont demandé des conseils. J'ai réalisé quelque chose d'important. Ma mère ne m'a pas seulement volé mon argent. Elle m'a volé mon sentiment de sécurité, ma confiance, ma croyance que la famille signifiait un amour et un soutien inconditionnel. Mais je l'ai repris. Pas d'un seul coup, pas facilement, mais progressivement, je me suis reconstruite. J'ai appris que se protéger n'est pas égoïste. C'est nécessaire. La vraie famille ne vous vole pas. La vraie famille ne vous détruit pas pour se sauver. Et parfois, la famille que l'on choisit est plus forte que la famille dans laquelle on est né. J'ai perdu des gens qui n'étaient liés à moi que par le sang. Mais j'ai trouvé des gens qui étaient vraiment une famille par choix. Jeanne, Marc, l'inspecteur Moreau, qui a appris de mes nouvelles des mois après la clôture de l'affaire juste pour voir comment j'allais. Chloé Martin, la journaliste qui a raconté mon histoire équitablement. Maître Catherine Lefebvre, l'avocate qui s'est battue pour moi. Ces personnes n'avaient aucune obligation de m'aider, mais elles l'ont fait parce que c'est ce que fait la vraie famille. 6 mois après que tout soit terminé, je me suis assise dans mon nouvel appartement. La lumière du soleil filtrait par les fenêtres. J'avais des plantes sur le rebord de la fenêtre, des photos sur les murs, un canapé confortable, un compte d'épargne qui recommençait à croître lentement. J'ai pensé à ma mère et à Claudine. Elles étaient toutes les deux dans des programmes ordonnés par le tribunal. Patricia suivait une thérapie et des cours de gestion financière. Claudine était en traitement pour son addiction au jeu. Je ne savais pas si elle changerait. J'espérais qu'elle le ferait pour le bien d'Emma, mais je ne retenais pas mon souffle. J'ai reçu une lettre de ma mère un jour. Elle était courte. Virginie, je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je sais que ce n'est pas assez. Je sais que je t'ai blessé d'une manière que je ne peux pas réparer. Je travaille sur moi-même en thérapie. J'apprends sur les limites et le respect. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Je comprends si tu ne peux pas amour, maman. Je l'ai lu 3 fois. Elle semblait sincère, mais je n'étais pas prête à répondre. Peut-être un jour, mais pas encore. La guérison prend du temps. La confiance une fois brisée ne se répare pas du jour au lendemain. Mais j'étais d'accord avec ça. J'étais d'accord pour prendre mon temps, pour protéger mes limites, pour choisir soigneusement qui je laissais entrer dans ma vie. J'ai appris qu'on peut aimer quelqu'un à distance. On peut leur souhaiter du bien sans les laisser vous blesser à nouveau. On peut être gentil sans être un paillasson. J'ai aussi appris que se défendre, même si cela vous coûte tout au départ, en vaut la peine. Parce que ce que vous perdez, ce sont des choses qui vous nuisaient de toute façon. Et ce que vous gagnez, c'est vous-même, votre dignité, votre respect de vous-même, votre pouvoir. Personne ne peut vous enlever ces choses à moins que vous ne les laissiez faire. Et je ne laisserai plus jamais personne me les prendre. Je veux vous demander quelque chose. Avez-vous déjà été dans une situation où votre famille ou vos amis proches ont profité de vous financièrement ou émotionnellement? Comment avez-vous géré cela? Avez-vous fixé des limites ou êtes-vous resté silencieux pour maintenir la paix? J'aimerais beaucoup lire vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à lui donner un j'aime. Cela aide d'autres personnes qui pourraient traverser des situations similaires à trouver ce message. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous pour entendre d'autres histoires sur la manière de surmonter la trahison,
de trouver la justice et de reconstruire sa vie après des épreuves. Partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul fait toute la différence. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Je sais qu'elle était longue, mais je voulais que vous compreniez tout le parcours, de la dévastation au triomphe. De la trahison par les personnes qui étaient censées m'aimer le plus à la découverte d'une vraie famille dans des endroits inattendus. Rappelez-vous, vous méritez le respect. Vous méritez l'honnêteté. Vous méritez des gens qui vous traitent avec dignité. Ne laissez jamais personne vous convaincre que vous protégez est mal. Prenez soin de vous. Fixez vos limites. Protégez votre paix et ne vous excusez jamais d'exiger le traitement que vous méritez.